Salut tout le monde, c'est Noix de Citron et bienvenue dans cet épisode 5 du dimanche 29 septembre 2024. Je pourrais détailler dans un long sommaire tout ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, mais comme celle-ci est chapitrée, je vous invite directement à regarder la partie qui vous intéresse le plus. Et sans plus attendre, générique. Avez-vous déjà entendu parler de Palworld? C'est un jeu qui est sorti début 2024 sur pas mal de plateformes et qui a sacrément buzzé à son lancement. Il a un univers qui le rapprocherait de Pokémon, et c'est justement le sujet de cette news, parce que ça ne plaît pas du tout à Nintendo depuis le tout début, où en gros, le concept, c'est qu'on peut capturer des créatures sauvages en leur lançant des boules, on peut les faire combattre, on peut les exploiter pour travailler, mais il y a aussi une fonction de craft qui est quand même assez importante, on peut construire des bases, etc. C'est un jeu qui se trouve à moins de 30 € aujourd'hui, qui est extrêmement cool, vraiment même niveau graphiquement le jeu est magnifique, je trouve, surtout pour un petit studio, sauf que le problème c'est justement la ressemblance avec le concept de Pokémon. Alors quand je dis concept, je ne parle pas que du fait de capturer des créatures en leur lançant des boules, c'est surtout le design de certaines créatures, comme la créature qui s'appelle Grisbolt dans Palworld, qui ressemble beaucoup au Pokémon Electek, avec les teintes jaune et noir, et c'est vrai que quand on met les deux images côte à côte, on peut lever un petit sourcil. Mais en soi, la comparaison, à mon sens, s'arrête là. Donc c'est vrai que Nintendo a publié un bref communiqué, quand je dis bref, il tient quand même en 3 paragraphes, prenons celui du milieu. Cette action en justice vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et une indemnisation pour dommages au motif que Palworld, un jeu développé et publié par le défendeur, viole plusieurs droits de brevet. Alors, c'est compliqué. Et croyez-moi, si c'était simple, cette affaire serait déjà enterrée depuis extrêmement longtemps et depuis même bien avant la sortie du jeu. Le truc, c'est que oui, certains designs de créatures peuvent ressembler. En revanche, faut s'arrêter là, parce que sinon à ce compte-là, Nintendo peut faire un procès contre Skyrim parce que ça ressemble beaucoup trop à Zelda. Après tout, on a un bonhomme avec une épée, un bouclier et un casque. Oh là là, il part à l'aventure. Et à ce compte-là, tous les jeux de type RPG, médiéval, fantastique, sont des plagiats de Zelda. Et là, on va rentrer dans des trucs où ça devient très compliqué. Donc si à la limite, ils portent atteinte que au design des créatures, j'ai envie de dire, tant mieux parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à modifier plutôt que d'annuler un jeu ou de refaire un jeu, mais on est quand même sur une bataille juridique qui a commencé en début d'année 2024 et qui, croyez-moi, n'est pas terminée. Ça sera sûrement le projet de quelques news à venir. Toujours dans le monde du jeu vidéo, on va parler de Call of Duty Black Ops 6. Alors, je suis navré, moi je suis plutôt team Battlefield, même si j'ai pas trop kiffé 2042 pour diverses raisons, mais Call of Duty Black Ops 6 s'est associé avec Corsair. Et quand je dis Corsair, c'est avec le groupe, donc on a Drop, on a Elgato, on a Origin, on a Scuf, je sais pas trop comment ça se prononce, mais bref, ils sont dans le groupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un set complet, mais quand je dis complet, c'est vraiment un set gaming qui ravira les plus gros fans de la licence Call of Duty. Je vous mets d'ailleurs une photo qui vient directement de la page Twitter Corsair France, où là on voit extrêmement bien le micro, la tour, le tapis de souris triple XL avec forcément le clavier, la souris, le team Elgato, la manette, une petite boîte derrière, bref, il y a vraiment énormément d'accessoires. Regardez, même le casque est aux couleurs de Black Ops 6, c'est plutôt sympa. Alors, c'est pas quelque chose que j'achèterais pour moi, mais pour les gros fans hardcore de Call of Duty ou de la licence Call of Duty, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ça reste quand même une licence phare et qui fait énormément de ventes chaque année, bah c'est plutôt cool. Et par la suite, on a Ghost of Yotei pour rester dans le monde du jeu vidéo qui a été annoncé le 25 septembre. Il est magnifique, j'ai pas joué au premier parce que du coup c'est la suite, je ne sais pas si je prononce bien, de Ghost of Tsushima. Le truc c'est que moi je n'ai pas de PS5. Alors il est arrivé sur PC certes, après c'est une chose, mais j'ai un peu décroché des jeux RPG solo, RPG d'aventure ou les choses comme ça. Je suis plus FPS ou jeux vraiment très très dynamiques, même si j'essaie de me forcer à reprendre plaisir à des jeux solo, des jeux d'aventure, des jeux d'immersion. Il est incroyable de fou. J'ai vu le trailer, alors après attention, je ne sais pas si c'est un trailer qui a été diffusé sur PS5, ou du moins enregistré sur PS5 ou PS5 Pro. Est-ce qu'il y aura de grosses différences d'un point de vue rendu entre ces deux consoles? Je ne sais pas, pour l'instant j'ai pas vu d'infos à ce sujet. En revanche, on est sur un jeu qui a l'air d'être dans la digne lignée de son prédécesseur Ghost of Tsushima, et il a l'air absolument incroyable. Il est prévu pour 2025, il n'y a pas encore de date exacte d'annoncer. En revanche, là où je vous disais que il a peut-être fait un petit peu mal, c'est que, eh bien, Ghost of Yotei, quand est-ce qu'il se passe? Bah, il se passe en 1603, au Japon. Et quel autre jeu devait sortir à peu près à la même période? Aïe 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 aïe, Assassin's Creed Shadows, et en plus de ça, le jeu est reporté. Et oui, alors déjà que Star Wars Outlaw avait pas forcément été très bien accueilli, que Star Wars Outlaw était un jeu Ubisoft, tout comme Assassin's Creed Shadow, je ne sais pas si c'est une décision qui a été prise
à la va-vite, c'est-à-dire qu'ils ont vu l'annonce de Ghost of Tsushima, ils se sont dit « Oh là là, on était déjà pas sûr de nous, donc on annule tout, on reporte le jeu ». Je ne sais pas, on ne le saura je pense jamais. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Assassin's Creed Shadow devait sortir en novembre, de mémoire le 12 novembre 2024, donc c'était une période plutôt intéressante, parce qu'avec les fêtes de fin d'année, etc. Et du coup, il est repoussé de ce 12 novembre 2024 au 14 février 2025. C'est dangereux. C'est très très dangereux parce qu'il n'y a pas encore d'annonce de sortie pour la date de Ghost of Tsushima. Si jamais il sort début 2025 également, ça fera 2 très gros jeux, très appréciés dans la licence, sur le même thème du Japon féodal. Aïe aïe aïe, là au niveau de la cannibalisation des ventes, ça va être un peu compliqué. Moi ce qui me fait peur, c'est que si à la base, Assassin's Creed Shadow devait sortir le 12 novembre et qu'ils font un report de 4 mois, parce qu'ils le disent, c'est pour peaufiner l'expérience, améliorer l'expérience, développer davantage de fonctionnalités, etc. 4 mois, c'est énorme. C'est pas quelque chose qui aurait pu être corrigé avec un patch Day One en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a, pardonnez-moi l'expression, mais qu'est-ce qui a merdé pour redécaler de 4 mois la sortie d'un jeu à 1 mois et demi de son lancement? Aïe aïe aïe, donc j'espère que s'ils prennent 4 mois de plus pour le repousser, c'est que vraiment ça sera bien exploité et que le jeu, dès sa sortie, sera parfaitement optimisé parce que là du coup ils n'auront plus vraiment le droit à l'erreur. Les joueurs auront attendu 4 mois, il aura raté les fêtes de fin d'année, donc ça peut aussi rater les packs où des fois vous avez une offre avec une console et le jeu offert, etc. C'est très très dangereux, mais à voir ce que ça va donner dans l'avenir pour Assassin's Creed Shadow. Ensuite, bon, j'aime pas trop taper sur ce qui se fait à côté, mais là, j'ai vu la news et je me suis dit non les gars, faut arrêter les conneries en fait. Jeuxvideo.com qui a sorti un article le 25 septembre, aïe aïe aïe, alors là mon cœur de technicien a un petit peu mal. Ils expliquent, et c'est le titre qui m'a fait lire cet article, certains USB-C sont nocifs pour recharger nos batteries, voici lesquels. Alors, en gros, cet article dit que si vous rechargez votre ordinateur en USB-C, vous avez un risque d'endommager la batterie parce que la carte mère ne gère plus rien, que l'énergie va directement dans la batterie, etc. C'est de sacrées bêtises. Ils vont aussi parler de la norme Power Delivery en disant que les portables haut de gamme qui arrivent aujourd'hui sur le marché sont équipés d'un port de recharge USB-C embarquant la technologie Power Delivery. Non! Alors oui, les ordinateurs qui sortent aujourd'hui ont cette norme, mais je le rappelle, cette norme, elle a 12 ans, et je vais vous mettre le lien en source de cette vidéo, c'est pas d'hier, et la norme Power Delivery gérait déjà de la recharge à 100 watts il y a très longtemps, et énormément, si ce n'est en fait la quasi-totalité des ordinateurs qui peuvent se recharger de par le constructeur avec un port USB type C, gèrent le Power Delivery. Les moniteurs que je teste sur ma chaîne qui ont un câble USB-C vont quasi systématiquement gérer le Power Delivery. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est une norme qui va permettre la recharge et surtout la bonne recharge en fonction de votre appareil et de votre chargeur. Par exemple, il y a des écrans qui existent avec un port USB-C qui peuvent recharger à 65 watts ou 90 watts un ordinateur. C'est-à-dire que vous branchez directement ce câble à votre ordinateur et votre ordinateur est rechargé comme s'il était branché par une prise secteur. Sauf qu'au lieu d'être branché sur une prise secteur à côté, il est branché sur votre écran, c'est votre écran qui le recharge. C'est hyper intéressant, c'est aussi beaucoup plus précis pour la gestion de la charge, et non, c'est pas directement envoyé par la batterie. La carte mère garde un travail assez important, dans certains cas vous avez même des composants qui font le pont entre justement cette prise USB-C et la carte mère. Donc non, c'est un article qui visiblement manque un peu de substance, qui a été un peu, je pense, écrit à la va-vite, qui ne prend pas en compte les normes techniques ou vraiment comment sont fabriqués les produits. Donc je voulais juste vous alerter en partageant cet article, pas pour taper sur jeuxvideo.com, mais pour vous dire, croisez les sources. Des fois quand vous voyez des actus qui tombent, prenez le temps vraiment de vous renseigner un peu plus avant de publier un commentaire directement qui va critiquer les marques en disant ouais c'est fait exprès pour de l'obsolescence programmée, des machins, etc. Je sais que les réseaux sociaux ont tendance à attiser un petit peu la rapidité des commentaires et à retirer ce recul où on peut se prendre du temps pour analyser ça, mais la norme Power Delivery ça existe depuis très longtemps, c'est extrêmement safe pour les appareils, que ce soit sur des smartphones, sur des tablettes, sur des ordinateurs, mais oui ça fait 12 ans que je vois cette norme, donc là le fait qu'ils disent que c'est que certains appareils très haut de gamme et très récents, non, pas du tout. Continuons également avec AMD, où de nouveaux processeurs sont attendus pour le mois prochain, on n'a pas encore de date, ça serait même un peu le rush parce que c'est plutôt des processeurs qui étaient attendus à la base pour début 2025, mais on va dire qu'il y a eu un petit couac. Il y a eu un petit couac dans le dernier lancement des CPU AMD cet été, où on a eu un problème de performance. Il restait très bon, sauf que ce petit problème de performance venait du fait qu'il semblerait parce que des tests indépendants sont encore en cours, mais il semblerait que les cartes mères ne disposaient pas d'un BIOS qui permettait de profiter de manière optimale de ces processeurs. Le problème c'est qu'on avait donc des latences qui étaient quasiment 2 fois trop élevées, et donc des performances qui dans les benchmarks montraient que oui on avait des nouveaux processeurs, oui ils étaient bien, mais ouais, sans plus quoi, enfin, il n'y a pas de claque qu'on prend. Sauf que une petite enquête a été menée, et entre des problèmes de mise à jour de BIOS,
entre des problèmes de mise à jour de Windows et j'en passe, ça fait que les processeurs n'étaient pas correctement exploités. Donc c'est peut-être pour cette raison-là que AMD a envie de passer l'éponge un petit peu vite et sortir la gamme X3D dès le mois d'octobre. Alors si vous ne connaissez pas la gamme X3D, elle est objectivement l'une des meilleures en termes de gaming aujourd'hui. Je dis bien en termes de gaming, puisque les processeurs X3D ont une mémoire cache largement plus élevée que sur des processeurs traditionnels, et ça c'est très très apprécié par les jeux vidéo, qui leur permettent donc d'avoir des performances largement supérieures. Le truc, c'est que les processeurs qui sont sortis là cet été, ce sont des processeurs sans ce cache supplémentaire. Ce ne sont pas les processeurs estampillés X3D. Ce sont des processeurs standards qui fonctionnent très bien, mais ce n'est pas les plus haut de gamme d'AMD. Les générations 15 d'Intel devraient aussi arriver vers le mois d'octobre, ou du moins en cette fin 2024. On va dire que là, on va avoir un peu le choc des titans. Mais, ce que je voulais vous montrer aussi dans une autre news, c'est un comparatif qui date du coup du 23 septembre. Alors, je ne sais pas si ce comparatif a été fait sur 42 jeux, avec les patchs correctifs au niveau du BIOS ou pas. Simplement, c'est une comparaison très intéressante qui montre le Ryzen 7 9700X comparé à l'Intel Core i7 14700K, donc le fleuron le plus haut de gamme dans la gamme i7 de chez Intel. Et ce qui est intéressant, c'est que AMD est quasiment devant à chaque fois, quels que soient les jeux, je sais pas, toujours bien entendu, mais la plupart du temps on va avoir AMD. Si on prend par exemple le jeu F1 24 en 1080p, eh bien nous avons 40 fps de plus quasiment sur le processeur AMD que sur le processeur Intel. La page que je vous mets en description de cette vidéo est très longue puisqu'il y a une quarantaine de jeux qui sont testés, mais moi ce qui m'intéresse surtout et ce que je voulais mettre en avant, c'est le rapport performance-consommation. Parce que faire mieux, c'est bien, mais est-ce que derrière on n'a pas justement une petite douille qui se glisse? Eh bien non. Si on prend par exemple sur le jeu Baldur's Gate 3, un processeur Ryzen 7 9700X va consommer 84 watts. Là où le i7 14700K, il va pas consommer 84, il va consommer 171 watts. C'est plus du double, c'est considérable. Alors qu'il fait pas mieux. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de prendre en compte le ratio consommation-performance, puisque souvent les constructeurs vont glisser de la performance en plus au détriment de la consommation. Donc oui, super, cette année on a 20% de perf en plus pour 30% de consommation en plus. C'est pas intéressant. Là, AMD a quand même réussi à obtenir des performances excellentes dans une enveloppe thermique et une consommation d'énergie relativement restreinte, et ça c'est très cool. Faisons un petit point rapide jeux vidéo. Comme vous le voyez, du moins les fans d'anime ou de manga auront reconnu le skin de My Hero Academia, parce qu'il faut savoir que du 17 au 30 octobre, il y a un petit crossover entre Overwatch 2 et la licence My Hero Academia, avec certains skins qui vont apparaître dans le jeu. Alors, à mon sens, c'est en demi-teinte, parce que je trouve qu'il y a déjà peu de skins, il y en a 5, 3 entre guillemets pour les gentils, 2 pour les méchants. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas plus que ça? Après tout, il y a énormément de personnages dans la licence My Hero Academia. On aurait pu espérer un petit peu plus, mais bon. Donc on aura Tracer, qui jouera le rôle de Deku, Juno qui aura le rôle d'Uraviti, Reinhardt qui fera celui d'All Might. On aura également Himiko Toga qui sera joué par Kiriko et Tomura Shigaraki, le chef de l'alliance des super vilains, incarné par Faucheur. Alors après, bon, les skins sont sympas. Pourquoi est-ce que le skin de Deku est mis sur un personnage féminin? Ça, c'est une autre histoire, parce que c'est un garçon. Alors bon, ça change pas le skin en soi, mais bon, c'est une question. Genre, l'inverse aurait fait bizarre. Uraviti mis avec un garçon, on aurait tous levé un sourcil. Là, je me permets d'enlever un aussi. Bon, après, voilà. Je trouve le skin sympa, mais pas assez, selon moi, abouti. Quoique celui des méchants est vraiment, vraiment canon. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais surtout, dites-moi aussi, est-ce que vous continuez de jouer à la licence Overwatch? Continuons dans l'univers du gaming avec une des annonces les plus importantes de ces derniers temps, et ça me gaffe parce que j'ai l'impression de parler de la PS5 à chaque épisode du Zest, mais quel hasard d'avoir mis ce format en place juste au moment où une nouvelle console sortait. Bon, là, c'est pas pour la PS5 Pro, c'est plus pour une édition 30e anniversaire, qui parle un peu à mon petit cœur de geek, puisque j'ai eu la PS1 justement après avoir eu la Sega Master System 2 et la Dreamcast. Oui, je suis vieux, mais bon, moi je la trouve un peu... Enfin, les couleurs sont sympas, mais la manette est cool, je l'avais déjà dit dans un autre épisode du Zest. Je trouve que ce design, ces teintes un peu grises, elles sont cool, elles sont vraiment cool, mais pour quelque chose qui a un format un peu plus carré, sur des formes un peu plus arrondies, sur un design un peu plus futuriste, je trouve que des teintes comme du blanc, du noir, avec des petits éclairages un peu bleus ou orangés, ça rend beaucoup mieux et ça met beaucoup plus en valeur le design de la console qu'une teinte gris qui, au contraire, je trouve, fait un petit peu terne. En revanche, c'est pas pour ça que je voulais vous en parler. Si j'en parle, c'est parce que comme elle est sortie, forcément, il y a eu des bots, forcément, il y a eu des gens pas hyper bienveillants qui se sont précipités sur les achats de la
console qui, je le rappelle, était en édition limitée, pour la vendre 3, 4, 5, 20 fois son prix sur eBay, et je trouve ça abusé, parce que c'est des consoles qui sont vraiment vendues en exemplaires limités, et ceux qui avaient vraiment envie de l'acheter ne peuvent pas, parce que des scalpers l'ont acheté pour la revendre 20 fois son prix. C'est comme ça à chaque fois, mais je trouve ça très dommage. Et avant de parler de la dernière news, on va parler d'une nouvelle norme DDR5. Alors attention, elle est un peu particulière parce qu'on n'a pas encore trop d'informations dessus, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, on ne sait pas à quel prix, on ne sait pas encore plus. Ce qu'on sait, c'est que la DDR5 va avoir une nouvelle petite particularité avec certaines barrettes de RAM. Il y aura une nouvelle puce intégrée au PCB qui porte le nom de CKD pour le Client Clock Driver, et qui va permettre d'avoir des fréquences largement supérieures. Alors, on n'en sait pas trop davantage, ce qu'on sait juste c'est qu'il faudra au moins un processeur Intel de 15e génération. Rappel, c'est une génération qui n'est pas encore commercialisée, elle est attendue pour la fin de l'année 2024. Et il faudra aussi des cartes mères spécifiques. Donc autant vous dire que c'est pas des barrettes de RAM qu'on retrouvera dans tous les PC de sitôt, et c'est surtout d'ailleurs un module qui est là pour permettre d'augmenter la fréquence de la RAM. Encore une fois, il faut en avoir l'usage, il faut que vous ayez des logiciels qui tiennent vraiment compte d'une fréquence très élevée pour la RAM, sinon ça servira pas, je vais être honnête, ça servira pas forcément à grand chose pour la plupart des joueurs ou des utilisateurs. Ça reste toutefois intéressant parce qu'on rentre là dans des évolutions supplémentaires sur la mémoire vive, qu'est-ce qu'on rajoute, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, quelles sont les nouvelles normes, etc. Ce qui fait qu'avec les années, on commence à voir des produits de plus en plus matures et des produits de plus en plus complets. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut forcément des processeurs de dernière génération, des cartes mères dernière génération. On sait même pas s'il y a des rétrocompatibilités possibles avec d'anciennes cartes mères en mettant à jour le BIOS. On n'a pas non plus les tarifs, parce que s'il y a des nouvelles puces sur les barrettes de RAM, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des composants supplémentaires et donc des prix supplémentaires? Et on n'en sait rien. Et bon, on verra dans l'avenir pour un prochain épisode du Zest si on a plus d'informations sur le sujet. Et enfin, terminons ce Zest 5 avec un écran. Et oui, toujours à la chaîne Noix de Citron teste des écrans, c'est normal que je parle d'écran dans les Zest. Avec un écran de chez Sony, le InZone M10S. Je suis assez bluffé parce que c'est du 27 pouces en 2560 par 1440 à 480 Hz, avec en plus une luminosité qui monte à plus de 1300 candela. C'est énorme, vraiment vous n'avez pas idée quel point c'est considérable. Alors c'est un écran, vraiment, c'est comme ça qu'il est présenté, et quand on regarde la fiche technique, je les crois tout à fait, c'est un écran qui a été clairement pensé pour la scène e-sport et la scène compétitive. Il dispose même de mode FPS Pro et FPS Pro Plus pour optimiser encore plus la performance de l'écran dans les jeux hyper compétitifs. Ça va par exemple mettre en surbrillance les couleurs qui sont les plus utilisées pour tracer les contours des ennemis, par exemple le rouge, le jaune ou violet dans certains jeux vidéo, et en ajustant justement la luminosité et le contraste pour augmenter la visibilité. Et pour le petit fun fact, c'est un écran qui a été conçu en partenariat avec la team d'e-sport Fnatic ou Fnatic, je sais pas trop comment vous le prononcez, mais du coup ils ont aussi travaillé avec eux, et notamment eux ils ont une team Valorant. On a également une fiche technique qui est très complète au niveau de la connectique avec, attention du peu, DisplayPort 2.1 et HDMI 2.1. Voilà, direct, c'est casé, enfin les écrans DisplayPort 2.1 arrivent sur le marché avec prise casque, USB, etc. etc. Vraiment c'est un écran que j'ai hâte de pouvoir tester un jour, il faudra que je joue avec Cybertech si c'est possible, mais c'est un écran qui est vraiment très cool. Si vous m'écoutez en voix off ou en podcast, vous ne verrez pas son design, mais il a un pied que je trouve vraiment intéressant, puisque le pied est un peu coudé et coupé. C'est pas un pied qui est droit comme on voit souvent, au niveau de la base on a une coupure, et je trouve ce design relativement intéressant. Alors bon, après, on n'aime pas, bien entendu, mais déjà ils arrivent à sortir un peu du lot avec une fiche technique excellente, une luminosité qui est vraiment, je vais pas dire sans égale sur le marché, mais 1300 candela, ça les met quand même dans les écrans OLED les plus lumineux du marché. Donc déjà ils arrivent à avoir une fiche technique aux petits oignons et avoir un design qui sort du lot, qui fait que bah ouais, si on arrive sur un salon, si on arrive sur une convention, des choses comme ça, et qu'on voit tous les moniteurs les uns à côté des autres, au moins il a un design qui fait qu'on le reconnaît directement. Et voilà pour cette semaine. Alors c'est vrai qu'il y a eu 2 actus, je peux pas toujours tout traiter, sinon chaque vidéo ferait 1h30, ça me demanderait un temps considérable. Vous seriez très vite saoulé d'avoir des formats d'1h, 1h30 dans vos vidéos. Je vous raconte pas l'horreur si je devais chapitrer des vidéos d'1h, 1h30 à chaque fois, mais je pense que l'essentiel des actus intéressantes de la semaine est là. Et avant de se quitter, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur ma page Tipeee. C'est ce qui me permet de financer le serveur Discord Nitro, l'hébergement de mon site internet et toutes les petites sources de dépenses à droite à gauche comme la plateforme de podcast où je dois payer cette plateforme, c'est pas gratuit quand on est créateur de contenu. Donc voilà, merci à vous avez une petite dédicace à la fin de chacune de mes vidéos et en ça, merci vraiment beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.